Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis accompagnée de Clémence, une très bonne amie, une sœur. Clémence est sociologue. Du coup, elle va vous parler un peu de son parcours et puis elle va se présenter. On va parler de la Guyane aujourd'hui, un sujet qui va vraiment vous intéresser. Bonjour. Tu peux nous parler un peu de ton parcours Donc mon parcours, c'est que quand j'avais ton âge, 22 ans, j'avais mon master en poche et je suis partie à Saint-Laurent-du-Maroni travailler pour la mairie, Oui. à l'époque pour le service patrimoine. Et puis c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire de la commune et que je me suis passionnée pour cette ville. Et après ça, après 2 ans à la mairie, j'ai décidé de reprendre mes études et de faire un autre master et puis une thèse de sociologie sur la question des politiques de logement. Et ce que je voulais comprendre, c'est comment les habitants, et notamment les habitants bushinengués de la ville, voient ces politiques et comment ils se réapproprient les logements, quels sont leurs modes d'habiter. Et donc c'est comme ça que j'ai pu rencontrer ta famille. Vous m'avez accueillie chez vous. J'étais locataire mais aussi adoptée. C'est vrai. Donc c'était une grande expérience. Vous m'avez appris à découvrir une autre facette de la ville qu'on appelle Soolin. Oui. Celle qu'on dit en Djoka. Oui. Et Saint-Laurent-du-Maroni en français, si vous voulez rechercher sur internet, vous allez retrouver. Et elle a même aussi appris à parler la langue maternelle. La langue maternelle, c'est pas rien. Elle a sorti un livre qui s'intitule Saint-Laurent-du-Maroni, une porte sur le fleuve. Elle va un peu nous présenter ce livre. Il y a peu d'écrits sur Saint-Laurent, sur la ville de Saint-Laurent, sur l'histoire récente de Saint-Laurent. Et du coup, Clémence, tu nous dis un peu ce que tu as écrit. Donc voilà, ce livre, c'était le travail que j'avais fait pour la mairie avant de faire ma thèse. D'accord. Donc c'était la consigne qu'on m'avait donnée à la mairie, c'était de dire bon, on a déjà beaucoup d'informations sur le bagne, sur l'époque du bagne, sur Saint-Laurent comme commune pénitentiaire, mais on ne connaît pas vraiment l'histoire récente de la ville. Donc voilà, j'ai commencé à partir des années 1940, au moment où le bagne commence à fermer. C'est un processus un peu long, et puis je suis remontée jusqu'aux années 90. Ça fait déjà 4 ans que c'est publié. Je suis très contente de voir quand les profs l'utilisent dans leurs cours d'histoire, parce que c'est vrai que je pense que c'est le seul livre sur l'histoire récente de Saint-Laurent. D'accord. Ça a beaucoup changé quand même depuis l'époque du bagne. D'accord. Et tu peux nous rappeler les grandes lignes du livre? C'est déjà d'essayer de comprendre comment finalement la commune a complètement changé quand tous les bagnards et les administrateurs pénitentiaires sont repartis à la fin du bagne. Et à ce moment-là, en fait, la ville a été repeuplée par les gens qui venaient du fleuve Maroni. Donc ces gens-là, c'était à la fois des créoles qui étaient venus dans le cadre de la première ruée vers l'or, mais qui avaient un peu arrêté de travailler l'or à ce moment-là, donc qui revenaient vers la ville pour s'installer. Et aussi des Amérindiens qui vivaient déjà dans la région, mais qui ont été appelés par, à l'époque, la sous-préfecture, qui était la sous-préfecture de Linini, à se rapprocher de la ville. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé Balaté, Padoc et Terre-Rouge, les 3 premiers villages de Saint-Laurent. Et puis les bushinengués, qui déjà faisaient beaucoup d'allers-retours à l'époque du bagne, vu que les hommes faisaient les piroguiers pour les bagachements, pour les orpailleurs. Mais là, ils sont venus s'installer, petit à petit construire des maisons, construire tous ces quartiers qu'il y avait au bord du fleuve Maroni à l'époque. Et tu peux nous rappeler qui sont les bushinengués et les créoles? Ah mais ça tu sais bien, Justine. Je sais bien, mais les personnes qui regardent cette vidéo ne savent pas. Donc les créoles et les bushinengués, c'est des gens qui sont des afro-descendants qui sont venus en Guyane, dans les Guyanes d'Afrique, mais qui ont une histoire bien différente. En Guyane, ceux qu'on appelle les créoles, c'est les personnes qui sont issues des plantations guyanaises, françaises, et à qui on a octroyé la liberté au moment de l'abolition, en 1848. Tandis que les bushinengués, eux, avaient conquis leur liberté bien avant, à partir du XVIIIe siècle, dans le cadre de guerre du marronnage, et plutôt contre les plantations hollandaises. Donc c'était plutôt au Suriname. Et ils ont continué à vivre de manière autonome dans l'amont des fleuves guyanais et surinamais. D'accord. Et c'est quoi les grandes problématiques que tu as soulevées dans ce livre? Alors à l'époque, j'étais pas non plus
comment dire, j'avais pas une pensée forcément très problématique, Oui. mais j'ai plutôt choisi 4 chapitres. Donc il y en a un qui porte sur la Charbonnière, Oui. sur la façon dont l'État français a construit le logement à destination des Bouchingues justement, avec donc la Charbonnière, c'est un quartier de Saint-Laurent où les maisons sont pointues. Parce que l'État français avait décidé de renouveler ou de faire écho à la tradition bouchingue qui effectivement était de construire des maisons pointues, mais très différentes de celles qu'ils ont construites à la Charbonnière. Oui. Parce qu'à la Charbonnière, il y avait tout à l'intérieur, la salle de bain, la cuisine, plusieurs pièces, donc c'était beaucoup plus grand en fait que les maisons traditionnelles bouchingue. Donc ça c'était un des chapitres qui ensuite m'a emmené sur ma thèse, parce qu'après ma thèse c'était un peu la poursuite de ça sur la question du logement et de comment la rencontre entre l'État et les populations se traduit dans cette question du logement. Oui. Mais j'avais aussi dans ce livre un chapitre sur la guerre civile surinamaise, où j'essayais de comprendre comment ce qui s'était joué entre 86 et 92 au Suriname et comment ça a transformé la ville de Saint-Laurent, parce qu'à ce moment-là il y a eu un afflux de réfugiés, notamment bouchingués mais aussi amérindiens, tout en étant consciente du fait que c'est pas au moment de la guerre civile que les bouchingués sont venus à Saint-Laurent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient déjà là depuis au moins les années 50. Donc maintenant on va passer au magazine. Donc là c'est la dernière revue à laquelle j'ai participé, qui s'appelle la Revue Z, et qui est une revue de critique sociale itinérante, qui à chaque fois, pour chaque numéro, ils choisissent un lieu et une thématique, et ils vont dans ce lieu pour ensuite comprendre cette thématique. Et cette année, ils ont donc choisi la Guyane et la thématique minière, l'extractivisme, c'est-à-dire comment on exploite les ressources minières. Et bien sûr, ils ont entendu parler du projet Montagne d'Or, et c'est par rapport à ces échos qu'on avait à l'époque, l'année dernière en France, qui étaient un peu minces, qui se sont dit qu'il fallait absolument aller en Guyane pour comprendre cette problématique. Donc Montagne d'Or, c'est un projet d'une multinationale russe avec une junior canadienne qui veulent exploiter les ressources en or pas très loin de Saint-Laurent, dans la forêt, dans un lieu qui s'appelait avant Bœuf-Mort et qui a été renommé la Montagne d'Or. Donc c'est un projet de mine qui n'a pas encore eu l'autorisation du gouvernement. Donc justement, Macron doit se prononcer bientôt. Mais jusqu'à présent, il a toujours soutenu toutes les prospections de cette multinationale et la création d'une compagnie française Montagne d'Or pour soutenir ce projet. Donc c'est à suivre. On aura la réponse en décembre. Et j'ai pu partir avec 7 autres personnes, on était 8, à partir en avril dernier, pour travailler sur cette question de Montagne d'Or, mais pas seulement. Donc moi j'ai fait un article sur les questions qui m'intéressent de logement, la question des expulsions, de Solan, de la construction de la ville en fait par les habitants. Et puis il y a aussi d'autres contributions. Alors si tu veux, je peux présenter un peu les différentes contributions. Oui. Donc c'est un numéro qui fait 230 pages, donc c'est gros, il y a beaucoup d'illustrations, chaque page est illustrée, on est parti aussi avec une dessinatrice. Et tous les articles se divisent en 3 grandes parties. Il y a le sous-sol, le sol et le ciel. Donc la question du sous-sol, c'est vraiment la question minière. On a essayé de parler non seulement de Montagne d'Or, mais aussi de l'orpaillage illégal en Guyane. Et puis de comparer aussi la question des mines avec d'autres territoires dans lesquels il y a aussi des mines. Donc notamment en Amérique latine, toutes les luttes qui ont eu lieu contre les grandes mines industrielles, au Suriname aussi, à Rosebel. Il y a un article également sur le Brésil, sur l'Amapá, avec la question de l'agro-industrie là-bas, qui est très, très importante avec les cultures de soja. Alors ensuite, la deuxième partie, c'est sur le sol, et donc c'est plutôt sur la question de à qui appartient la terre, et comment on peut imaginer d'autres manières de se réapproprier la vie sur Terre que de broyer la terre pour exploiter les métaux. Donc dans cette partie-là, il y a un article sur la question du foncier et des revendications amérindiennes des 400 000 hectares, mais aussi de la façon dont l'État a accordé les zones de droit d'usage collectif aux Amérindiens depuis les années 80. Et donc cet article, il essaye de remettre en perspective en fait toutes les luttes qu'il y a eu sur le territoire, parce qu'en fait la Guyane, c'est vraiment un territoire colonial qui a été colonisé par la France. Et les premiers habitants qui étaient les Amérindiens ont été vraiment spoliés de leur territoire. Donc là, avec la question de Montagne d'Or, ça fait ressortir des problématiques qui en fait ont déjà 500 ans. Et le dernier dossier, c'est sur le ciel. Donc là, on s'est intéressé à cette chose qui fait qu'on parle de la Guyane souvent, c'est la base spatiale de Kourou,
et en se disant mais finalement cette idée d'aller conquérir l'espace, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est pas une reproduction de cette logique coloniale qui était déjà à l'époque de Christophe Colomb, où on allait conquérir l'Amérique pour avoir un univers, une sorte de terre vierge à coloniser? Mais là on refait la même chose en disant que bon, quand on aura fini de détruire toute notre planète et de broyer la terre pour extraire les métaux, on pourra aller tous, enfin pas tous, mais certains privilégiés pourront aller vivre sur Mars. Et donc on s'est intéressé à cette question-là de la critique en fait, de la colonisation de l'espace en allant sur place à Kourou. Donc il y a une des filles de la revue qui s'est rendue sur place et qui a essayé de montrer comment en fait, l'installation de la base spatiale avait complètement bouleversé les équilibres locaux en expulsant les personnes qui habitaient déjà là, les créoles qui habitaient à Kourou et à Sinnamary. Et comment on a créé une ville en fait, qui est complètement artificielle. La ville de Kourou, c'est vraiment la ville de l'espace qui a toutes ces contradictions sociales, urbaines. Il y a le fait que maintenant la ville prenne l'eau, puisque la mer est en train de regagner sur la ville. Tu peux nous parler d'un des articles qui parle principalement du logement? Donc l'article que j'ai écrit à partir de mes recherches de doctorat porte sur la question des expulsions des logements. Donc les expulsions, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment à Saint-Laurent. En fait, ça fait déjà 35 ans que la municipalité de Léon-Bertrand a orchestré ce qu'on appelle des résorptions de l'habitat insalubre, c'est-à-dire des démolitions de bidonvilles, en démolissant justement ces maisons qui étaient là au bord du fleuve et qui étaient les premières maisons des Bushinengue à Saint-Laurent et qui étaient donc juste à côté du centre-ville. Et progressivement, ces habitants-là ont été déplacés, relogés de manière de plus en plus périphérique, donc toujours un peu plus loin. C'est comme ça qu'on a créé les quartiers de Vampire où Justine habite, et ensuite maintenant des quartiers beaucoup plus éloignés sur la ZAC, Saint-Maurice, la route des Vampires et tout ça. Donc dans l'article, je raconte une histoire qui finalement s'est passée en avril dernier, mais est un petit peu résonne avec plein d'histoires qu'il y a eu avant dans l'histoire de Saint-Laurent. C'est l'histoire de la famille Vola sur la route de Mana. C'est une famille de Saramaka, donc un des peuples Bushinengue qui s'est fait expulser alors qu'ils habitaient là depuis 30 ans. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui est arrivée après eux, qui était une personne, un des cadres de la Syrie qui était juste à côté de chez eux, qui a été leur voisin depuis aussi une quinzaine d'années, avec qui ils parlaient. C'était même ses voisins Saramaka qui avaient construit la maison pour lui. Et cette personne qui était d'origine italienne a fait une demande de terrain et l'a obtenue. Alors que la famille Saramaka avait fait la demande de terrain mais ne l'avait pas obtenue auprès des attributions là, de cession de terrain agricole à Cayenne. Donc en fait on aboutit à une situation où la famille s'est retrouvée mise à la rue presque du jour au lendemain par la mise en application du jugement d'expropriation. Et alors ce qui m'a intéressée dans cette histoire d'expulsion, c'est déjà de raconter cette histoire et toute l'injustice qui en découle, mais aussi de voir comment ça a suscité des indignations. Et donc pour la première fois, c'est la première fois que j'ai vu un article dans France Guyane qui raconte cette expulsion. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où les bulldozers sont arrivés, il y a une personne qui était en soutien de cette famille parce qu'elle les aidait dans les démarches administratives qui est venue et qui a dit mais ça peut pas se passer comme ça, c'est trop injuste, ils n'ont pas le droit de vous expulser parce qu'il y avait aussi des erreurs de procédure. Ils ont mis en place un barrage sur la route. Donc ça a permis de mobiliser tous les voisins et d'autres personnes de la commune, les journalistes de France Guyane sont venus aussi. Le barrage a pas tenu, mais en tout cas ça a permis de politiser un peu cette question et de montrer qu'en fait toute cette ville de Saint-Laurent, elle n'existerait pas sans ces habitants-là, ce sont eux les habitants de Saint-Laurent. Et même si certains n'ont pas la nationalité française ou n'ont pas les papiers, en fait ce sont leurs compétences qui font que la ville est ce qu'elle est, que la ville a grandi jusqu'à aujourd'hui. Finalement Saint-Laurent c'est une ville Bushinengue, la plupart des habitants sont Bushinengue. Pas seulement, il y a aussi des Haïtiens, des Brésiliens, des Chinois, des Français aussi. Mais en tout cas, c'est toutes ces personnes-là qui forment la ville. Et c'est vraiment complètement paradoxal que des personnes du lieu qui sont héritières de cette histoire du marronnier, du marronnage, etc., qui se font expulser par des huissiers de métropole qui viennent de 8000 km de là pour faire appliquer un droit qui ne correspond pas à un territoire.
Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire la revue Z, Oui. qui s'achète en librairie. On peut l'acheter au prix de 15 € dans toutes les bonnes librairies. Si jamais votre librairie ne l'a pas, vous pouvez aussi la commander. Sur internet. Soit par la librairie, soit vous pouvez la commander via notre site qui s'appelle ZIT. C'est zite.fr. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et les références. On va vous donner une bibliographie un peu si vous voulez lire d'autres bouquins ou ouvrages sur la Guyane ou même Saint-Laurent-du-Maroni. Peut-être que ça vous intéresse. Je sais qu'il n'y a pas tellement d'écrits sur Saint-Laurent. Du coup, moi, ça m'a beaucoup plu de voir ces ouvrages parce qu'on sait que Saint-Laurent progresse et on veut que notre Guyane progresse aussi, dans le bon sens du terme. C'est vrai qu'il y a la métropole, mais il y a aussi la Guyane et c'est pas la même réalité. On a notre mode de vie et il faut qu'on s'adapte à la population locale. Justement, quand tu dis que tu veux une Guyane qui progresse, c'est vrai, mais c'est quoi le progrès? C'est la question qu'on se posait. Du coup, moi, je me dis que le progrès, c'est respecter le mode de vie, comme je disais tout à l'heure, respecter le mode de vie de la population locale. Et puis, c'est pas forcément dans les infrastructures, parce qu'on a une manière de voir le logement aussi qui est être... c'est pas vraiment être en communauté, mais on aime bien avoir assez d'espace pour agrandir, aménager l'endroit, l'espace comme ça nous plaît, se sentir vraiment chez soi, avoir son jardin à côté, ces petites plantations à côté en fait. Après, je sais pas ce que toi tu en penses. Moi je pense que cette idée de progrès, c'est une idée un peu fondamentale de notre évolution là, en Europe. On dit toujours qu'il faut progresser et puis il y a aussi l'idée de développement qui est attachée à ça, mais c'est quelque chose que dans la revue on a essayé de critiquer puisque on se disait que finalement cette idée de développement elle allait de pair avec le capitalisme et que c'était plutôt quelque chose qu'il fallait questionner en fait. Ouais. Pourquoi on devrait toujours se développer si se développer c'est détruire ce qu'on a et pour exploiter l'or ou quoi que ce soit d'autre. Clémence va vous parler aussi de quelques auteurs qui sont aussi vraiment intéressants à lire, enfin leur ouvrage. Alors le premier livre c'est celui de Jessie Américain, Nègre Marron, itinéraire d'un enfant du ghetto. Donc Jessie Américain c'est un garçon de mon âge je pense, peut-être un peu plus jeune qui a grandi à Saint-Laurent et qui a décidé d'écrire un roman inspiré de son enfance et de sa jeunesse à Saint-Laurent, mais aussi il raconte son passage en métropole et ses études à Sciences Po et son voyage en Colombie dans le cadre de ses études. Donc c'est un roman, je pense, historique, parce que à ma connaissance c'est la première fois qu'un auteur bushinengue prend la plume en français et écrit de son point de vue en fait, sa vision de la ville. C'est la première fois que dans un livre j'ai vu le mot Soholan écrit. Donc c'est un très bon roman à lire. Alors après il y a des auteurs, un couple. Donc voilà un livre de Richard et Sally Price, qui sont des anthropologues des États-Unis, qui ont beaucoup travaillé sur les bushinengue, les peuples marrons et en particulier les Saramaka. Mais ensuite, au moment de la guerre civile du Suriname, ils ont arrêté de travailler sur le pays Saramaka qui sont au Suriname pour venir en Guyane. Donc ils ont aussi beaucoup écrit sur la Guyane et sur les peuples marrons en Guyane. Et donc ils sont vraiment des auteurs de référence. Ils publient en anglais et en français sur à la fois l'histoire du marronnage, les luttes contre les planteurs hollandais. Et puis ce livre-là, il est spécialement consacré à la question des arts et de toutes les créations originales des peuples marrons, donc à la fois la sculpture sur calebasse. Voilà. Donc là, on voit une calebasse qui a été sculptée, qui est un art assez féminin dans les sociétés bushinengue. Et puis il y a aussi des chapitres sur la peinture tembe, sur la sculpture tembe, sur la question des textiles aussi. Ouais, les pangui, c'est ça? Les pangui, ouais. Ah, c'est les pangui. C'est les pagnes traditionnelles, enfin en tisse, en broderie, ouais. En broderie, oui, certains. brodé,
Et on porte ça pour des événements comme les fêtes. Les fêtes, oui. Notamment. Oui, les fêtes. Et puis voilà, une peinture. Alors il y a à la fois des sculptures et des peintures tembe qui sont des arts décoratifs en plein essor actuellement, un peu réinventés par les artistes actuels, mais qui existent déjà depuis des décennies, voire des siècles chez les marrons. On voudrait terminer en parler un tout petit peu en duka, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Elle a appris et il faut valoriser ça. C'est pas facile. Hein. Après, le duka, c'est une langue qui est vraiment. Tu te sens bien quand tu parles cette langue, c'est parce que c'est élégant. Miwanigi Justine Wangantangri, abe kaimi fume ka video ya. Nanga Miwanitaki na sisagimi na miashienke sisa bika fa obelibi nanga famille fine ahi famille be abi wambigati gimi da na wansani sa mi oli nangami walibi. Trop mignon. En fait, elle disait que elle me remercie de l'avoir invitée pour faire cette vidéo et puis qu'elle se sentit vraiment entourée quand elle était avec nous en Guyane. Que t'es comme ma soeur. Oui, qu'elle est comme ma soeur. Oui, moi aussi c'est les mêmes sentiments, il n'y a rien qui change. Du coup, moi je vais dire quelque chose, je traduis après. Elle dit quelques mots ça. Amisisa minama takita sani. Wishi unabi a safe bolo ma asfashi fo elibi mfendaki ina fa fu abi a safe bolo fu abi a fitaki eye souvent sama yangi de cause be souvent sama yeshenke egi famille a bikina mi ai en tout. Même dim kota fancha soye mi tena ni de sandim bemto bebe sa fa fudum be bele ala yo be de abeja pegimi tembe bele el megen tani fu ala sani minawi wotu tayen gantangi la vida c'est ça. Du coup je disais que Clément c'était vraiment c'est vraiment plus qu'une amie, c'est une sœur parce que même s'il n'y a pas de lien biologique, il n'y a pas de lien de sang, c'est vraiment une sœur pour moi parce que la famille c'est plus que le sang en fait. Et vraiment, elle a toujours été là, elle est toujours là quand j'ai besoin d'elle et franchement, c'est vraiment bien de savoir qu'on a quelqu'un sur qui compter en fait. Et je la remercie pour tout ça. Et on vous dit merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Au revoir. Au revoir.